Bonsoir, non seulement la troisième, mais la dernière du congrès. Donc, je suis heureux de ne pas être tout seul avec mes modérateurs dans cette salle. Et donc, on va essayer de justifier votre présence encore ici pendant ces quelques minutes. Donc, c'est bien de prédire que quelque chose peut fonctionner, mais c'est encore mieux de s'assurer qu'effectivement, quand on va donner ces liquides, ils ont effectivement les résultats qu'on a bien prédits. Il n'est pas rare que vous ayez votre météorologiste au journal du soir qui vous prédise quelque chose et quand vous levez le lendemain matin, ce n'est pas tout à fait ça qui est devant vos yeux. Et donc, quand on donne des liquides, c'est un petit peu ça qui va se passer parfois aussi. Mais peut-être plus subtilement que simplement s'assurer que notre prédiction soit correcte, c'est aussi s'assurer du coût-bénéfice que nous allons devoir à chaque fois vérifier. Et donc, on a effectivement plusieurs choses à vérifier. Et donc la première question qu'on a vraiment à se poser, c'est, et ça rejoint un petit peu la question qui était posée il y a 2-3 secondes par quelqu'un dans l'Assemblée, c'est pourquoi veut-on réellement donner des liquides? Et donc donner des liquides, c'est pas parce que le test de levée de jambe a été positif, parce que la question c'est pourquoi a-t-on fait le test de levée de jambe? Parce que le Xavier Monet qui adore lever les jambes de ses patients, je suis sûr qu'il ne le fait pas toutes les 10 minutes comme ça juste parce qu'il rentre dans la chambre. Il le fait parce qu'il y a autre chose qui l'inquiète. Et donc la question pourrait être, est-ce qu'on veut corriger une hypovolémie? Est-ce qu'on veut augmenter le débit cardiaque? Ou peut-être plus subtil encore, on veut tout simplement augmenter la perfusion tissulaire. Et clairement, dans mon attitude à moi, quand j'utilise des liquides au lit du malade, c'est clairement dans le but d'améliorer la perfusion tissulaire. Parce qu'augmenter le débit cardiaque en soi, s'il ne va pas au bon endroit, ne m'intéressera que peu. Et donc, on va chaque fois le faire parce qu'on a un problème et qu'on pense que l'augmentation de la perfusion tissulaire, probablement via une augmentation du débit cardiaque, permettra de résoudre ce problème. Et donc, premier point, j'ai un problème et je dois résoudre ce problème. Alors, on a effectivement notre problème, on a utilisé un test X et on ne va pas s'attarder sur le fait quel est ce test, et on dit, oui, les liquides peuvent améliorer la situation. Et à ce moment-là, on va dire, OK, on va donner des liquides. Et comment va-t-on donner des liquides? Il y a 50 000 possibilités. Et donc, dans ces 50 000 possibilités, réfléchissez un petit peu ce que vous faites au lit du malade, aussi bien à 10 heures du matin qu'à 3 heures du matin, bien évidemment. Et donc, parfois, on dit, donnez 100 ml, 500 ml, 1 litre, 10 litres d'une solution X. Donc, on dit ça à l'infirmière, et puis on dit, on reviendra demain matin, on verra ce qui s'est passé. Ou certains, et ça se fait encore, peuvent dire, on va en donner liquide jusqu'à ce qu'on ait une pression veineuse centrale, on était à 3, mettons qu'il soit à 7. Et c'est repris dans cette guidelines, restons honnêtes. Et d'autres, et j'en suis, diront qu'il faut probablement faire un test de remplissage pour effectivement voir quels sont les effets de ce liquide. Et pourquoi est-ce qu'on veut vraiment évaluer cette réponse au liquide? Parce qu'effectivement, tous les patients ne vont pas répondre au liquide et tous les patients ne vont pas tolérer les liquides. Et donc, il faut effectivement s'assurer que ces liquides, même s'ils ont été indiqués par un test, soient bien efficaces au lit du malade. Et on a vu déjà qu'effectivement, il faut éviter de donner trop de liquide, ça n'est pas toujours très très bon. Et donc, on va essayer d'identifier ces patients qui vont répondre au liquide et faire attention qu'effectivement, dans ce contexte-là, quand je dis qu'on utilise le test de remplissage, ce n'est pas pour indiquer la réponse au liquide, mais c'est bien pour évaluer la réponse des liquides quand on a indiqué que c'était probablement une bonne réponse. Et donc, c'est probablement la meilleure technique, la plus sûre pour donner des liquides, parce qu'à un moment donné, on va s'arrêter quand on voit que le patient ne le tolère pas. Et ça, c'est extrêmement important. Alors, notre Free Challenge, on l'a dit, il évalue la réponse à la tolérance au liquide. Et je reviendrai sur le Mini-Free Challenge pour vous démontrer que, contrairement à ce qu'a dit Xavier, on ne peut pas l'utiliser pour prédire une réponse de remplissage, même quand c'est un Mini-Free Challenge. Comment peut-on effectivement évaluer cette réponse au test de remplissage durant ce Free Challenge? Alors, on peut mesurer le débit cardiaque, mais on n'a pas toujours le débit cardiaque, et certains vont dire qu'on peut mesurer la pression pulsée, qui est une évaluation assez
linéaire, mais peut-être pas aussi linéaire que ce qu'on voudrait, du volume éjecté, puisqu'effectivement, nous avons le volume éjecté comme déterminant de la pression pulsée, nous avons aussi la compliance qui joue un rôle. Et dans ce travail, Xavier Monet, qui vient malheureusement de partir, nous disait qu'effectivement, on avait une corrélation assez marquée entre les modifications de débit cardiaque et les modifications de pression pulsée. Et c'est vrai statistiquement. De manière globale, on voit qu'il y a une certaine relation. Ceci dit, quand on a travaillé au lit du malade, ça devient un petit peu plus compliqué. Parce que si on se met dans le range habituel, et quand on dit range habituel, c'est une modification de débit cardiaque de moins 50%, donc on diminue de moitié le débit cardiaque, jusqu'à une augmentation de 150%, on va tripler le débit cardiaque, on se rend compte qu'effectivement, là, la relation devient un petit peu moins évidente, parce que pour un débit cardiaque qui va effectivement être inchangé ici, ou qui peut tripler, on peut avoir une variation de pression pulsée qui est exactement identique. Ou pour une modification ici de débit cardiaque de 50%, on peut avoir une absence de variation de pression pulsée ou une pression pulsée qui va doubler. Donc vous voyez qu'effectivement, au lit du malade, pour un patient donné, on ne peut malheureusement pas trop utiliser ce genre de test. Et ça, c'est un petit peu embêtant, parce que quand on va devoir dire pour ce malade X, est-ce que je vais encore donner un peu de liquide parce que mon test de levée de jambe ou mon autre test X a montré que c'était toujours positif et qu'il y a toujours un lactate qui est fort élevé et qu'il urine toujours pas une goutte? Ça devient un peu plus embêtant parce que je ne sais toujours pas si mon patient avait vraiment répondu au liquide ou pas. On dit, OK, regardez les pressions artérielles. Non. Parce que même si mon patient est hypotendu, ça ne m'aide pas toujours. Ça ne m'aide pas toujours parce que vous voyez ici, c'est une étude que nous avions faite, mais d'autres ont fait exactement la même chose, ont montré la même chose. On ne peut pas prédire les modifications de débit cardiaque en regardant les modifications de pression artérielle. C'est pas logique. Si, quand même, il y a une certaine logique à ça. Réfléchissons un tout petit peu. Quel est le lien exact entre le débit cardiaque et la pression artérielle? Il tient dans le tonus vasculaire. Et donc, si on a quelqu'un qui a un tonus vasculaire qui est élevé, oui, une modification de débit cardiaque du volume éjecté va se traduire par une augmentation de pression artérielle. Mais si vous avez un patient qui est vasoplégique, et c'est évidemment souvent le cas d'un patient en sepsis, quand on a un patient qui est vasoplégique, on a un tonus vasculaire qui est bas, on a une résistance qui sont basses, et donc on doit avoir une augmentation extrêmement importante de débit cardiaque pour voir une augmentation de pression artérielle. Ceci dit, ça répond aussi à votre question, là, monsieur, de tout à l'heure. Puisqu'effectivement, on pose la question, est-ce que je dois vraiment toujours donner des liquides quand mon test de remplissage est positif? Ça dépend quel est votre problème. Si le problème, c'est je veux augmenter la pression artérielle, si vous êtes dans un état de choc septique et qu'au passage, j'ai déjà donné 2-3 litres, peut-être que c'est l'état vasoplégique qui est plus important et qu'il vaudra mieux donner des vasopresseurs. Si votre problème est, j'ai un patient qui a 15 de lactate, qui n'urine pas une goutte, qui a 7,05 de pH, je ne pense pas que la noradrénaline sera le meilleur choix à ce moment-là si le test de levée de jambe est positif, et il sera franchement mieux chez ces patients-là de mettre des liquides qui vont probablement augmenter la perfusion au tissu et améliorer un petit peu mieux l'état du patient. Donc effectivement, le problème que l'on a va guider la réponse et également le contexte va faire qu'on va devoir s'adapter à celle-ci. Si on a un patient très vasoplégique ou une hypotension, ce n'est pas la peine de regarder les modifications de pression artérielle. Alors, ni la pression artérielle, ni la pression pulsée en elle-même ne sont très bons parce que pas très sensibles, pas très spécifiques, et donc on est un petit peu embêté. On peut regarder la modification de l'IURS. Effectivement, c'est bien, mais c'est pas toujours sensible parce qu'on a certains patients qui, malgré une augmentation de la perfusion rénale, ne vont pas se remettre à uriner. Et donc, il faudra soit attendre, soit malheureusement, autre chose en plus peut survenir et ça ne peut pas être suffisant. L'augmentation de la diminution du lactate ou l'augmentation de la cléarance du lactate, oui, c'est bien, mais ça prend un certain temps, il faut attendre 2-3 heures, et donc parfois votre patient est toujours pas très bien à la fin du remplissage pendant une demi-heure, et là vous faites quoi? Vous attendez 2 heures, 3 heures, vous dites je dois attendre 3 heures pour voir ce qui se passe, ou vous dites bon, je vais faire quelque chose en attendant, et donc ça effectivement, si on voit une diminution du lactate, c'est bien, si ça ne survient pas, c'est pas toujours suffisant. Et puis l'augmentation en pression veineuse centrale. Ah ouais, ça va être bien, on va pouvoir savoir qu'on a rempli, qu'on a été efficace. Mais non. Mais non, parce que l'augmentation de pression veineuse centrale, elle va survenir que votre patient augmente son débit cardiaque ou pas.
s'il est sur la partie ascendante ou la partie descendante ou la partie plate de la résonation de Starling, on va avoir exactement la même augmentation de pression veineuse centrale. C'est la modification débit cardiaque qui nous intéresse. L'augmentation de pression veineuse centrale est juste là pour nous indiquer qu'on a augmenté la précharge de notre patient. C'est la seule chose que nous indique. Donc quand on dit à une infirmière ou à un infirmier « remplis ces patients avec une pression veineuse centrale de 6 ou de 7 », c'est pas parce qu'on veut atteindre ce niveau, c'est parce qu'on ne veut pas dépasser ce niveau, parce qu'on veut avoir un niveau de sécurité qu'on ne veut pas dépasser et qu'on espère avoir un effet positif sur le débit cardiaque malgré l'augmentation de pression veineuse centrale qu'on veut tolérer jusqu'à ce niveau-là maximum. Alors, il faut mesurer le débit cardiaque. Et là, on a différentes techniques, et je ne vais pas revenir sur celle-ci. On peut discuter de la fiabilité de l'une ou de l'autre, mais on a extrêmement le choix à ce niveau-là, et on peut vraiment choisir celle qu'on veut, celle que l'on préfère, et mesurer. Mais le principe, c'est que l'on mesure. Si on ne mesure pas, on ne connaîtra pas la réponse. Donc, il faut mesurer le débit cardiaque. Et le problème, c'est que même quand on mesure le débit cardiaque et qu'on voit qu'il n'y a pas de modification de débit cardiaque, on ne peut pas conclure qu'il n'y a pas d'effet du remplissage. Parce que quand on a une absence de modification de débit cardiaque, c'est soit qu'on n'a pas donné assez de liquide, qu'on n'a pas manipulé la précharge, soit que notre patient ne répondait pas au liquide malgré que le test semblait nous indiquer qu'il devait répondre. Et donc, dans ce contexte-là, c'est extrêmement intéressant, effectivement, d'estimer cette modification de précharge. Et donc là, on va mesurer cette précharge par différentes techniques. On peut utiliser les pressions, on peut utiliser les volumes. Et paradoxalement, alors que peut-être les volumes, en tout cas dans certaines circonstances, prédisent un petit peu mieux la réponse au remplissage, prédisent un peu mieux que le patient va répondre au remplissage, on peut, dans l'autre sens, dire que la modification de précharge est mieux évaluée par une modification de pression. Pourquoi? Simplement, souvenez-vous qu'au départ, quand vous avez un petit ballon tout flasque, vous allez augmenter un petit peu son volume, la pression ne va pas bouger. Mais que par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Ce ballon va se distendre, et puis il va à un moment donné augmenter très fortement la pression et très peu modifier le volume. Et donc, paradoxalement, les modifications de volume sont utiles quand votre patient va répondre au remplissage. Par contre, quand on est sur la partie plate de la relation de Starling, on voit que la pression augmente très fortement, mais à ce moment-là, on ne voit presque plus, parce que le cœur va plus se dilater plus encore, on voit presque plus de modification de volume, ou on est dans l'erreur de mesure en tout cas, et donc on ne va pas être très très marqué là. Donc il vaut mieux mesurer les pressions. La PAPO, mais la PVC peut vous aider bien évidemment pour ça, il ne faut pas forcément mettre une Swan-Ganz sur votre patient. Comment donc évaluer que notre remplissage est bien toléré? Là, il y a deux moyens de le faire. C'est mesurer les pressions, principalement, et encore une fois, pression veineuse centrale pour surtout le ventricule droit, et en particulier, ça nous évaluera le risque d'œdème périphérique, mais aussi la PAPO qui peut être utile pour le risque d'œdème pulmonaire, surtout quand on a une dysfonction gauche isolée, bien évidemment. Or, mesurer les pressions, les volumes, encore une fois, allez dire, je ne vais pas tout faire, ou moi je ne mets pas une Swan-Ganz à tout le monde. C'est vrai, mais réfléchissez simplement, que vous le mesuriez ou pas, ça se passe chez votre patient. Que vous le mesuriez ou pas, les volumes et les pressions sont déterminés chez votre patient et vont augmenter quand vous allez donner des liquides. Et donc, effectivement, on va avoir ce problème que lorsqu'on commence à être sur cette partie relativement plate, on a une augmentation qui devient extrêmement importante des pressions intravasculaires hydrostatiques qui vont donc être le moment où l'œdème risque de survenir de manière importante. Et c'est encore plus marqué si on a un patient qui a une altération de la fonction diastolique, où on a effectivement un shift vers le haut de cette relation, avec donc de manière plus marquée encore ce risque de développer un œdème pulmonaire lorsque l'on donne un petit peu de liquide. Et donc il faut être extrêmement prudent chez ces patients, parce qu'on a une marge thérapeutique extrêmement importante. Ils répondent très bien au liquide dès qu'ils sont un petit peu hypovolémiques, mais ils risquent malheureusement de mouiller très vite leurs poumons, d'autre part, lorsqu'on va donner le liquide. Et donc, c'est pour ça qu'on fait un feed challenge. On donne une quantité de liquide sur un temps déterminé. En général, on donne ça relativement brièvement. Ce qui est important, c'est de faire ça par morceaux. On fait un petit pas par petit pas. Parce qu'on doit pouvoir s'arrêter dès que ça ne fonctionne pas. Et on fait des mesures hémodynamiques avant et durant le test de remplissage. Et on doit avoir des règles de sécurité pour se dire maintenant, même si on patient pouvait encore répondre, on ne va pas aller plus loin que ça devient trop dangereux de remplir plus que ça. Et on va aussi avoir une évaluation de l'efficacité par l'augmentation du débit cardiaque ou l'absence de celle-ci
avec une modification de la précharge, comme on a dit. Évidemment, pendant qu'on fait ce test, on ne fait rien d'autre, on ne touche pas au patient, bien évidemment, pendant tout ça. Il y a plein de critiques pour ce test de Fluid Challenge, et c'est vrai que ça peut toujours mener une certaine accumulation. Si on va un peu trop loin, on peut toujours donner un petit peu trop de liquide. Mais encore une fois, on avait au départ, en tout cas, prédit qu'on allait le faire comme tel, et l'important, c'est qu'on a nos règles de sécurité qu'on ne veut jamais dépasser. Et donc, c'est effectivement, on limite l'administration de parties de liquide non efficaces. En tout cas, par rapport à l'attitude donner 1 litre de liquide ou donner une PVC d'autant, on va effectivement limiter la partie non efficace de liquide, puisque dès qu'on ne voit plus augmenter le débit cardiaque, même si il y a une augmentation de pression veineuse centrale et qu'on n'a pas encore atteint ce niveau de sécurité, si on a dit qu'on montait jusqu'à 7, mais qu'en passant de 3 à 5, il n'y a pas eu de modification de débit cardiaque, c'est pas la peine de monter jusqu'à 7. On a monté de 3 à 5 la pression veineuse centrale, il n'y aura pas d'augmentation ultérieure du débit cardiaque chez ce patient. Et alors, il y a le mini Fluid Challenge. Et donc, ce mini Fluid Challenge, c'est effectivement la réponse de 100 ml en 1 minute pour prédire la réponse de 500 ml en 15 minutes. Et effectivement, on mesurait le débit cardiaque. Il mesurait le VTI, donc là, effectivement, je pense que la mesure est assez fiable et je pense que dire que le test est positif quand on a 15% d'augmentation de débit cardiaque par un VTI, c'est vraiment une vraie augmentation de débit cardiaque, et puis une absence de modification lorsqu'effectivement ça ne bougeait pas. Et ils ont une bonne corrélation entre la réponse à 100 ml et la réponse à 500 ml. Et de manière globale, on peut dire que c'est satisfaisant, même si effectivement, quelques patients qui sont parfois un petit peu avec des réponses discriminantes à un test ou à l'autre. Et effectivement, le cut-off qu'ils ont mis à 10% pour satisfaire un petit peu tout le monde, y compris les restrictions méthodologiques qu'on pourrait avoir. Mais il y a un problème plus important. Il y a un problème réellement plus important ici. Il y a un problème plus important parce que on n'a pas évaluer dans cette étude la réponse de 100 millilitres qui vont prédire la réponse des 400 millilitres qui suivent. Non, non. On a fait la mesure des 100 millilitres et la réponse positive ici était déjà inclue dans la réponse totale, puisqu'on regarde la réponse à 500 millilitres. Mais si vous avez augmenté votre débit cardiaque quand vous mettez 100 millilitres, si vous avez augmenté de plus de 15% votre débit cardiaque par rapport à la mesure de base, ben vous aurez aussi, quand vous aurez donné vos 500 millilitres, augmenter votre débit cardiaque par rapport à la mesure de base. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était non pas regarder donc ce qu'ils ont fait, c'était ceci, c'est qu'effectivement ils comprenaient les deux, mais il fallait voir surtout si la réponse suivante était différente ou pas. Et donc si, quand je redonne les 400 millilitres ou les 100 millilitres qui vont suivre, est-ce que là je vais encore répondre ou pas? Et là, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Et donc ça, on le voit d'ailleurs dans leur réponse ici, parce qu'on voit le temps ici, temps 1 qui est 100 millilitres, et puis on voit le temps 2. Quand on ne répond pas à 100 millilitres, on ne va jamais répondre après. Donc ça confirme très très bien la physiologie. Ne vous obstinez pas à donner des liquides si votre patient ne répond pas au liquide. Par contre, lorsque le patient répond au liquide, on voit très bien qu'il y a des patients qui répondent ici au liquide, et puis on redonne un peu plus de liquide, bardaf, ça ne marche pas. Ça ne servait à rien. Et donc ici, on a des patients qui, effectivement, on leur donne des liquides et répondent encore au suivant. Et donc ça, l'important, c'est d'identifier ces patients-là. Parce que finalement, les premiers 100 millilitres qui sont déjà donnés, ce qui nous est intéressé, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Et malheureusement, ce mini Fluid Challenge ne nous le dit pas. Ce qu'il aurait fallu faire, c'était 100 millilitres, puis 100 millilitres, puis 100 millilitres, et on serait arrivé à 400 millilitres à la fin. Mais chez certains patients, ce serait arrêté à 200 millilitres. Pour terminer, certains effets bénéfiques peuvent parfois être observés en addition, ou peut-être même parfois indépendamment de l'augmentation du débit cardiaque. Effectivement, n'oublions pas que nous avons tous des mécanismes compensateurs quand on a une hypovolémie, avec des mécanismes hormonaux, etc., et donc qui peuvent être liés à d'autres aspects. On a une redistribution des perfusions régionales, on a une diminution de la microcirculation chez nos patients, et ceci peut aussi, au moins dans certains territoires, mais probablement un peu partout, diminuer la perfusion tissulaire et pour autant le débit cardiaque est maintenu dans certaines circonstances, en tout cas au niveau central. Et donc on peut montrer effectivement l'importance de l'administration liquide sur la microcirculation, en tout cas dans une période précoce on peut avoir un effet bénéfique, mais voyez ici, dans les périodes un peu plus tardives, lorsqu'on a un choc septique de plus de 48 heures, on a beau donner liquide, notre patient ne répond plus au niveau de la microcirculation, la perfusion tissulaire ne s'améliore pas, même si le débit cardiaque va augmenter chez ces patients-là. Donc, ce n'était peut-être pas utile, là, effectivement, de donner des liquides.
Et si on voit effectivement toutes les données hémodynamiques habituelles, les modifications de débit cardiaque ou la variation de pression pulsée, pour voir ce qui se passe au niveau de la microcirculation, il n'y a pas de bonne corrélation entre les deux. Et ça, c'est notre étude, mais d'autres ont trouvé la même chose. Regardez ici le groupe de Bicêtre qui nous montre quoi? Qui nous montre qu'effectivement, on fait un lever de jambe, on prédit qu'effectivement, on va augmenter le débit cardiaque. On voit que dans cette épreuve de lever de jambe, initialement, on voit une augmentation de la microcirculation. On est content. On reproduit ça en donnant une petite quantité de liquide. On a de nouveau une augmentation du débit cardiaque. On a de nouveau une augmentation en microcirculation. C'est super, le test marche comme il faut. Et puis, on redonne encore une quantité de liquide. Et on est content parce qu'on voit encore une augmentation de débit cardiaque. On passe de 5,5 litres à 6,5 litres. Mais regardez au niveau de la microcirculation. Il n'y a plus d'effet. Il n'y a plus de différence. Donc on a un effet qui peut être un petit peu saturable. Et donc là, il faut faire attention parce que ce qu'on a l'impression d'être efficace en termes de perfusion tissulaire ne l'est peut-être pas toujours. Parce que même si le débit cardiaque augmente, malheureusement, la microcirculation n'est pas améliorée. Et d'autres ont trouvé la même chose, ici dans le groupe lillois de Benoît Vallée, qui nous montre qu'effectivement, au niveau de la réactivité microvasculaire, en utilisant la technologie de mesure de saturation en oxygène par proche infrarouge, on voit qu'il y a effectivement une amélioration sous remplissage, mais qu'il y avait une amélioration chez ceux qui répondaient en termes de débit cardiaque, mais il y avait aussi une amélioration chez ceux qui ne répondaient pas en termes de débit cardiaque. Donc une certaine dissociation, malheureusement, entre ce qui se passe au niveau régional ou microcirculatoire et ce qui peut parfois se passer au niveau central. Donc difficile parce que ce n'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qui est prioritaire sur l'autre et je ne pense pas qu'on ait les données pour pouvoir le dire à ce stade. Et ceci se passe aussi au niveau du lobe de l'oreille. Vallée qui nous avait montré la même chose quand il avait fait ça chez Didier Payen. Donc on a pas mal d'études qui nous montrent cette dissociation entre ce qui peut se passer au niveau microcirculatoire régional donc et ce qui peut se passer au niveau du débit cardiaque. Et on peut même l'avoir au niveau rénal, avec ici les modifications de Doppler au niveau Doppler rénal et modifications ici de débit cardiaque, avec une absence marquée de bonne corrélation entre les deux. Et donc là aussi, c'est un petit peu embêtant parce que la perfusion tissulaire ne s'améliore pas toujours. Donc, on peut, malheureusement, on doit constater que les effets bénéfiques des liquides sur la perfusion tissulaire sont liés parfois à l'augmentation du débit cardiaque, qui est le meilleur indice que l'on ait au lit du malade pour évaluer les réponses au remplissage, mais peuvent parfois aller un petit peu plus loin que ça. Et donc, on doit évaluer la réponse au remplissage, d'une part, comme cette augmentation de débit cardiaque, évaluer quand on le peut par des indices directs, ou le plus souvent au lit malade par des indices indirects d'amélioration de pression, de perfusion tissulaire, et les effets des liquides sont évidemment l'ensemble des deux. Et l'idéal, c'est quand on a effectivement cette amélioration de perfusion tissulaire que l'on peut mesurer par un indice de fonction, l'amélioration de la fonction rénale, de la diurèse ou du lactate et ces choses comme ça. Malheureusement, on n'a pas toujours, et donc là, on va devoir se contenter de surrogates, et donc on va utiliser quoi à ce moment-là? Le débit cardiaque, voire des tests de recoloration capillaire ou des tests comme ça qui vont effectivement nous aider à se dire que notre patient a une certaine amélioration de sa perfusion tissulaire évaluée durant ce test de remplissage. Je vous remercie pour votre attention.